C'est un journal Haute et Basse Normandie. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20. Dans ce journal, nous voyagerons jusqu'à Rome avec les pèlerins normands partis assister à la canonisation des époux Martin. 2 avions ont été tout spécialement affrétés de Deauville pour les acheminer. Le pape François prononcera son discours demain matin, place Saint-Pierre. C'est un nouveau concept d'entraide qui vient des Pays-Bas. Le premier hyper café de la région vient d'ouvrir à Rouen. Une fois par mois, vous pouvez y amener vos appareils électroménagers en panne. Quelqu'un vous aidera à les réparer. Les 42 équipages engagés dans la Transat Jacques Vabre s'élanceront du Havre dimanche prochain. Mais le village de la course, installé autour des bassins Paul Vatine, est ouvert au public officiellement depuis ce matin. Pendant 8 jours, la foule va pouvoir admirer les bateaux au plus près. Nous retrouverons au cœur du village à la fin de ce journal Bénédicte Drouet. Le jour J, c'est donc demain pour les époux Martin. Le pape doit prendre la parole vers 10h à Rome, place Saint-Pierre. On attend des milliers de fidèles qui vouent une véritable dévotion aux parents de Sainte Thérèse. Bien sûr, de nombreux Normands ont également fait le voyage et parmi eux, Pierre-Marie Puot avec Jean-Michel Guillot. Pour beaucoup, le réveil a sonné au milieu de la nuit. Avant l'aube, les pèlerins arrivent à l'aéroport de Deauville avec leurs valises et leur sourire. Qui n'a pas son sac à dos? Oui. Vous avez dedans les livrets du pèlerin, les étiquettes. C'est un grand bonheur d'aller à Rome pour représenter la famille Martin, pour Thérèse, pour ses parents, et puis voilà. Nous sommes 2 Lisieux, enfin avec ma fille, je suis avec ma fille, et elle m'offre ce voyage. Les avions spéciaux affrétés par les diocèses de Sées et de Bayeux-Lisieux ont tous fait le plein, preuve s'il en est de la vigueur du culte voué aujourd'hui aux parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors les gens ne s'expriment pas tout de suite au début, mais quand on fait le pèlerinage avec eux, peu à peu ils vous confient des choses très lourdes qu'ils portent et ils vous demandent de penser à eux, de les bénir, de prier pour eux. Ce n'est pas un voyage gratuit. Non, ce n'est pas un voyage gratuit, c'est parce qu'ils viennent déposer des choses lourdes à porter, sans doute là auprès de Louis et Zélie Martin. Le pèlerinage, c'est d'abord un moment de partage. Dans la ville éternelle, le pèlerin voyage en groupe. Au programme, la Rome baroque et les hauts lieux du tourisme religieux, comme cette église Sainte-Marie-Majeure, bâtie au premier temps de la chrétienté. Il y a un certain effort, il faut faire l'effort, se déplacer, engager quelques frais, mais aussi partager ensemble. Je suis frappé de la proximité avec laquelle on rencontre des gens très rapidement. On n'est pas dans le même groupe, mais on se connaît vite. Monseigneur Boulanger était là, nous attrape sur les marches de l'église, on ne se connaît pas et on discute. Et puis c'est ça la magie d'un pèlerinage, partager quelque chose de grand, de fort. Cette très longue journée est encore loin d'être terminée pour les 500 pèlerins venus de Normandie. Ils ont rendez-vous ce soir à l'église Saint-Louis des Français pour partager une veillée de prière, sorte de prélude aux cérémonies de canonisation. Les pèlerins ont rendez-vous demain matin à 7h30 sur la place Saint-Pierre à Rome. La nuit sera encore courte. Et on suivra tout ça dès midi dans le journal. Les Martins, vous le savez, sont souvent associés à la ville de Lisieux, mais les 5 filles du saint couple sont nées dans l'Orne, à Alençon, où Zélie a été dentelière, une femme active et même chef d'entreprise, parfois très proche de ses ouvrières. Les explications de Nicolas Corbard avec Damien Mignot. On la surnomme la fée dentelière. Zélie Martin a travaillé ici pendant 25 ans, dans sa maison. Tout à côté de la salle à manger, il avait l'entreprise de Zélie, donc son atelier, un petit étagère où elle gardait ses dentelles. Dans son atelier, Zélie était chargée d'assembler la dentelle. Son mari, Louis Horloger, traçait aussi les dessins, car le couple, moderne pour l'époque, était ensemble à la tête de l'entreprise, comme l'atteste ce tampon, les décrivant comme fabricants au pluriel. Louis soutenait sa femme dans son entreprise. Lui-même n'a pas quitté son métier pour rester comme chef de l'entreprise de Zélie, mais pour la seconder. Canonisant Louis et Zélie, l'Église nous donne vraiment ce modèle de sainteté vécue ensemble au quotidien.
Un modèle de couple pour l'église dont viennent s'inspirer les pèlerins, à l'image de cette femme qui dans la vie confectionne des robes de mariée. Ça m'intrigue encore plus de voir cette femme qui réussissait à allier sa vie de mère de famille, de dentelière, à faire travailler d'autres femmes. Je trouve ça extraordinaire et je suis très surprise de voir ça. Retour en 1851. Zélie Martin a tout juste 20 ans quand une voix intérieure lui aurait conseillé de se lancer dans le commerce de la dentelle. À cette époque, le point d'Alençon est à son apogée. À la première exposition universelle de Londres, il est même sacré dentelle des reines et reine des dentelles. Mais les commandes ne sont pas toujours au rendez-vous pour Zélie Martin. Même pendant ces périodes les moins fastes, elle continuait à donner du travail, un peu moins de travail, mais elle continuait à faire travailler ses ouvrières parce qu'elle avait pleinement conscience que c'était leur seul revenu. Donc il y a cet engagement social en tant que femme patron qui est très très intéressant, qui est très moderne et qu'on aimerait voir plus souvent. Une exposition est consacrée à Zélie Martin au musée des Beaux-Arts et de la dentelle d'Alençon jusqu'au 3 janvier. Et le point d'Alençon, qui est d'ailleurs à l'honneur tout ce week-end avec la 2e édition du festival Fil et Dentelle. Au programme, un salon, des ateliers créatifs qui animent le centre-ville, en particulier la Halle aux Blés, mais aussi la Halle aux Toiles. Jusqu'à demain dimanche, à noter la belle exposition du créateur de haute couture, Émeric François. Vous voyez ces robes qui ont quand même la particularité d'être couvertes d'épingles, des épingles Beau 1, bien sûr. Allez, on écoute Émeric François. Les robes qu'on a amenées ici, c'est une synthèse en fait de mes 15 ans de couture, de mes 15 ans de création, qu'on a un petit peu axé sur une particularité, c'est les robes en épingle. C'est les robes que j'ai développées depuis 15 ans. L'épingle est devenue, donc la vraie épingle à couture, est devenue mon objet fétiche et un objet que je fais ressortir dans toutes mes collections sur les modèles et que je travaille avec la maison Bohan, donc qui est vraiment de la région, depuis le premier défilé en juillet 2000. Dans l'actualité, un rassemblement à Rouen, 7 jours après le sanglant attentat en Turquie. La communauté kurde de Rouen et les partis de gauche organisent aujourd'hui un moment de recueil en mémoire des victimes. Attention, certaines images peuvent choquer les personnes sensibles. C'est un reportage de Jean-Marc Pitt avec Jean-Luc Drouin. Elles sont toujours présentes. Il est impossible d'imaginer un rassemblement kurde sans musique ni danse. Il y a une semaine, il en allait de même à Ankara. Mais la fête s'est transformée en carnage. Le double attentat suicide qui a frappé la manifestation du Parti démocratique des peuples a provoqué la mort de plus de 130 personnes et en a blessé des centaines. Quelques 500 familles kurdes sont installées en Haute-Normandie. Le parvis de la cathédrale de Rouen a accueilli cet après-midi l'hommage qu'elle voulait rendre à leurs compatriotes. Sur l'agglomération rouennaise, il y a une forte communauté kurde. Donc il est important pour nous de se mobiliser, de montrer qu'il y a un soutien en dehors des frontières. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ces attentats ? C'est la manière, les moyens utilisés, parce que c'est des bombes à billes à plomb. Donc il y a réellement une volonté de faire un maximum de dégâts. Le gouvernement turc obtient la complaisance. Syndicalistes et militants d'extrême gauche français solidaires ont dénoncé la responsabilité du président Erdogan dans ce massacre. Il y a des mobilisations partout en France et en Europe aujourd'hui et demain. Et à Rouen, on a décidé de faire quelque chose de symbolique ici, sur la place de la cathédrale, en mémoire de tous ceux qui sont tombés et du combat qui est mené par les Kurdes actuellement. Les Kurdes de France se rendront aux urnes dans leur consulat le 1er novembre pour participer à des élections législatives cruciales pour l'avenir du pays. On reste à Rouen avec le Repair Café. C'est un concept très simple qui remporte un véritable succès. Chaque mois, des bénévoles proposent de vous apprendre à réparer ou vous remettre en marche tout simplement vos objets qui ne fonctionnent plus. C'est un reportage de Julie Olette avec Laurent Lagneau. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopillon. Votre aspirateur ne fonctionne plus, votre ordinateur est en panne. Surtout, ne jetez plus. Le Repair Café est là pour leur donner une seconde vie. Des bénévoles vous aident gratuitement à réparer vos objets du quotidien. Ça passe. Youpi. Donc c'est bon. On les intéresse à la panne. L'objectif, c'est de faire comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus, quelle erreur, quelle serait la potentielle réparation, si on peut la faire. Et pourquoi pas revenir la prochaine fois avec la pièce, on fera la réparation et ça repartira.
L'initiative du Ripper Café est née aux Pays-Bas en 2009. Depuis, le concept se développe mondialement et vient donc de s'installer en Haute-Normandie sur les Hauts de Rouen. Une démarche écologique, solidaire qui lutte contre la surconsommation et qui a séduit Arnaud. Il a d'ailleurs fait le déplacement de Dieppe pour proposer ses services en informatique. C'est un petit peu contre l'obsolescence programmée. Le fait que les Windows nous disent qu'il ne peut plus fonctionner, alors que le matériel, lui, continue à fonctionner. C'est le concept qui me plaît bien, de réparer quelque chose au lieu de devoir racheter à chaque fois quelque chose quand ça ne fonctionne pas. Ça me revient moins cher que si j'avais fait porter à réparer dans un magasin d'informatique. À chaque stand, sa spécialité, le tout autour d'un café associatif pour prolonger ce moment de convivialité, car le Ripper Café, c'est aussi un moyen de créer du lien. Le lien social entre les personnes qui viennent dans le réparer, éventuellement après même qui reviennent pour réparer eux-mêmes, donc en tant que bénévoles, et aussi le lien intergénérationnel avec différents types de personnes. Si les réparations sont gratuites, il est toujours possible de faire un petit don à l'association. Le prochain rendez-vous aura lieu le 21 novembre. On passe au sport avec tout d'abord une page football. Le HAC soulagé de renouer avec la victoire pour le compte de la 11e journée de championnat de Ligue 2. Les Ciels et Marines ont gagné 1-0 à Valenciennes hier soir grâce à une tête de Mathieu Duhamel, vous la voyez. Un bon point aussi pour le coach par intérim Christophe Revaux. Au tableau de Ligue 2, le Havre monte donc à la 11e place avec 14 points. Toujours en football, en national, Avranches jouait hier soir à Marseille-Consola pour le compte de la 10e journée de championnat. Avranchinais et Marseillais se sont quittés sur un nul 2-2. Nicodème a marqué à la 40e, Niakate à la 76e. Au classement, les deux équipes se retrouvent à égalité avec 15 points. Avranches est donc à la 5e place. Je vous laisse découvrir le tableau. Et puis ce soir, le Stade Malherbe de Caen va chercher à relever le défi et espère la 3e victoire de rang contre Reims. Un match qui compte pour la 10e journée de Ligue 1. C'est donc la reprise après la trêve. On en reparle demain dans nos journaux et dans ces sports, demain dans le 19-20. Il y avait du hand également hier soir en Pro D2. Cherbourg a perdu d'un tout petit point face au promu Saran 28-27 avec un score de 15-13 à la mi-temps. Il en a fallu de peu pour inverser le résultat selon Sébastien Leriche, l'entraîneur de l'AJS Cherbourg, un peu déçu à la fin de ce duel. On prend une sanction qui me semble pourtant pas méritée, pas juste, et qui derrière nous pénalise en attaque. Voilà, et malgré ça on s'accroche, on a une balle pour essayer de décrocher le nul, mais bon c'est comme ça. Bravo à Saran, on va essayer de tirer des leçons de cette défaite qui nous fait quand même mal parce qu'on avait le match à porter quand même. Et puis il y avait aussi du basket hier soir au Kindarana. Le Rouen Métropole Basket doit accuser le coup d'une lourde défaite face au Mans 61-79. Une défaite difficile sur son parquet. Le résumé du match avec François Verly et Patrice Corneli. Quand Laou Konaté retrouve Rémi Valin, son ancien coach, un match dans le match entre les deux ex-hébroïciens. Rouen-Le Mans, c'est aussi une rencontre entre deux équipes qui se cherchent en ce début de championnat. Bonne nouvelle pour les Rouennais, Devin Searcy semble avoir retrouvé son basket. À la mi-temps, sa ligne de stats est plus qu'honorable, avec 10 points et 15 d'évaluation. À défaut d'être flamboyant, le RMB est cohérent. À la pause, Konaté et Le Mans sont devant, d'un petit point seulement. Pas de quoi satisfaire Rémi Valin qui va progressivement se liquéfier devant l'attitude de ses joueurs. En deuxième mi-temps, les Rouennais vont disparaître du match. L'envie est clairement dans le camp d'en face. Comme je dis, c'est beaucoup plus un travail de nous qu'on doit gérer. À la mi-temps, on est à -1. C'est vraiment là qu'il ne faut pas lâcher et continuer à pousser. On a lâché un peu, mais voilà. Dans le dernier quart, Le Mans profite de l'apathie rouennaise pour creuser un écart définitif. À l'arrivée, plus 18 pour Le Mans, 79-61 et un chantier immense pour le coach rouennais. On doit vite se réveiller, notamment certains. Et voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas continuer comme ça. Et surtout en termes d'attitude, quand on joue à la maison c'est pas possible. Le rendement des Américains est aujourd'hui clairement pointé du doigt.
Seule satisfaction pour Rémi Valin après cette soirée, le soutien de son ancien joueur. Il va réussir en pro, Rémi Valin. Oui, sans doute, oui, c'est sûr. C'est sûr, il a quelque chose qui fait que, à mon avis, ils vont réussir leurs objectifs et vont réussir à se maintenir, à mon avis. Les Rouennais ont 8 jours pour retrouver une âme et un collectif. Le 26 octobre, ils se déplaceront à Monaco. Les amoureux de la voile ont rendez-vous avec la 12e Transat Jacques Vabre. Le départ, c'est pour dimanche prochain, mais les quais du Bassin-Vatine sont déjà ouverts au public. 350 000 personnes, il y a 2 ans, avaient visité ce village. Alors, Bénédicte Drouet est avec nous en direct. Bonsoir Bénédicte. Vous êtes donc déjà sur ces quais bien fréquentés aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vraiment, nous sommes ici au bassin Paul-Vatine où sont amarrés depuis hier les 42 bateaux. Aujourd'hui, c'était vraiment le coup d'envoi des festivités de cette 12e édition avec des temps forts, l'inauguration officielle du village d'abord, un moment d'émotion avec cette cérémonie hommage à Jean Morel, navigateur, directeur de la course. Une rue porte désormais son nom. Et puis, aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de monde sur ces quais pour ce premier jour d'ouverture. C'est vraiment ce qui nous a marqué. Des gens qui se sont déplacés pour voir les bateaux et aussi pour essayer d'apercevoir les skippers. Cette course, elle fait rêver. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont confié aujourd'hui et je vous propose de les écouter. On essaie de repérer les skippers, de les prendre en photo, commencer à les connaître. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de venir. Technologiquement, c'est impressionnant ce qu'on est capable de faire. Au niveau progrès, au niveau bateau, pour aller sur l'eau. On se demande comment ça fait d'ailleurs pour naviguer. Tous ces champions, ces skippers, là, c'est vraiment des aventuriers, quoi. J'aimerais bien être à leur place, tout simplement. Et si c'est une belle fête populaire, c'est avant tout une aventure sportive. Et pour en parler à mes côtés, Manfred Ranspacher, le responsable de l'organisation de la course. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette Transat Jacques Vabre 2015, elle réunit un plateau vraiment exceptionnel. Oui, c'est vraiment un plateau de grande qualité avec 42 bateaux, 4 classes, donc les classes 40, les multi 50, les IMOCA 60, les bateaux du Vendée Globe et puis ces grands multicoques ultimes, bateaux 31 mètres absolument magnifiques. Alors, on va suivre essentiellement les IMOCA, notamment ceux qui sont nouvelle génération et qui sont équipés de foils. Alors d'abord, c'est quoi ces foils s'il vous plaît. Alors effectivement, les IMOCA ont l'ambition de voler, mais les foils leur permettent en fait simplement de se suspendre, d'être un peu au-dessus de l'eau. Et c'est effectivement une grande nouveauté, excitation technologique sur cette flotte de la Transat Jacques Vabre. Et du coup, est-ce que cette Transat, ça va pas être finalement le tour de chauffe un peu avant le Vendée Globe l'an prochain? Effectivement, beaucoup de compétiteurs qui sont ici préparent le Vendée Globe. Mais la Transat Jacques Vabre est aussi une course qui a sa propre identité et qui sera un très grand rendez-vous avec 20 IMOCA. C'est un plateau absolument exceptionnel. Et enfin, une dernière petite question. Est-ce que aujourd'hui, vous savez déjà si les conditions météo seront favorables pour le départ de la course? Écoutez, on est un peu loin. Les choses semblent bien se présenter, mais en matière maritime, vous savez qu'il convient d'être prudent. Et notamment parce qu'on se souvient notamment d'il y a 2 ans. Le départ avait été difficile, effectivement, mais ça peut être le cas dans les grandes courses au large, mais je vous le redis, pour l'instant, les choses se présentent plutôt bien, mais nous sommes prudents. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que le départ de cette 12e édition de la Transat Jacques Vabre, c'est dimanche 25 octobre à 13h30. Et on suivra toute la préparation tout au long de la semaine sur les antennes de Normandie. Merci Bénédicte. Pour finir ce journal, on revoit le spectacle inaugural signifiant la fin de 2 décennies d'études et de travaux au Mont-Saint-Michel. Un son et lumière qui a réuni hier soir un large public. Mathieu Bellingen avec Cyril Duponchel. Le Mont-Saint-Michel s'est fait voler la vedette hier soir. Le spectacle était sur le barrage. Vous êtes venu de Caen? Oui, exprès. J'ai appris tout à l'heure à 6h moins le quart qu'il y avait un spectacle et un feu d'artifice ici. Et ben, j'ai fait ni une ni deux. J'ai téléphoné à ma copine qui habite dans le coin et je suis venue les rejoindre. C'est bien, même si ça coûtait très très cher, bien sûr. Mais c'est autre chose que lorsqu'on voyait les camions et les camping-cars et les voitures au pied du mont.
Mais c'était mieux avant, hein. Je venais pique-niquer de long, là. Avant, il n'y avait pas d'eau, je venais pique-niquer, là. Ah, mais je suis pas normand, moi je suis breton. Ah, très bien alors. Ben, je suis venu voir un spectacle, mais pour l'instant je suis plutôt déçu parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendiez? Ben, je sais pas, autre chose que ça, des sons et lumières, des choses qui fassent rêver un peu, parce que là on attend tous. Franchement, c'est plutôt décevant. C'est très joli, un petit peu long, mais c'est très joli. Très joli. 10 ans d'études et 10 ans de travaux pour un projet au service du Mont-Saint-Michel. Voilà peut-être ce qui rend la fête humble. Voilà, cette édition Haute et Basse Normandie se termine. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain dès midi et puis demain soir 19-20 avec ces sports et puis de nombreux reportages sur la canonisation de Louise et Zélie Martin. Voilà, bonne soirée à tous. À demain. Le point.